pouvez-vous imaginer un pays qui a vu défiler les plus grands empires de l'histoire? Un territoire où Alexandre le Grand a pleuré de frustration, où les Mongols ont tremblé devant la résistance des montagnes, où les Britanniques ont perdu des armées entières dans des défilés glacés, où les Soviétiques ont abandonné leurs rêves de conquête, où même la plus grande puissance militaire du XXIe siècle a fini par se retirer après 20 années de guerre. Ce pays existe. Il s'appelle l'Afghanistan. Et si vous pensez que son histoire est simplement celle d'une terre de conflit, vous allez découvrir quelque chose de bien plus profond, de bien plus complexe, de bien plus fascinant. Avant de commencer ce voyage à travers les siècles, je vous invite à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et surtout à vous installer confortablement pour ce récit. Parce que l'histoire que vous allez entendre n'est pas celle qu'on raconte habituellement. C'est l'histoire d'une terre qui a façonné le destin du monde, d'un carrefour où se sont rencontrées toutes les civilisations, d'un peuple qui a refusé de plier sous aucune domination. C'est l'histoire de l'Afghanistan. Pourquoi ce territoire précis, coincé entre des montagnes impossibles et des déserts impitoyables, est-il devenu le cimetière des empires? Pourquoi les conquérants les plus puissants ont-ils échoué là où d'autres peuples se sont soumis? Qu'est-ce qui rend ces vallées si précieuses et si dangereuses à la fois? Et surtout, qui sont vraiment les Afghans, ces guerriers poètes qui préfèrent la mort à la soumission? Pour comprendre l'Afghanistan, il faut d'abord comprendre la géographie. Imaginez un pays où 80% du territoire est constitué de montagnes. Pas des collines douces et verdoyantes, non. Des pics déchiquetés qui percent les nuages, des chaînes interminables qui s'étendent à perte de vue, des gorges si profondes que le soleil n'y pénètre que quelques heures par jour. L'Hindu Kush, cette épine dorsale de l'Asie centrale, traverse le pays du nord-est au sud-ouest comme une muraille naturelle. Son nom même signifie « tueur d'hindous », un témoignage sinistre des caravanes d'esclaves qui périssaient en traversant ces cols gelés. Entre ces montagnes, des vallées isolées où vivent des tribus qui parlent des dialectes que leurs voisins à 20 km ne comprennent pas. Des plateaux désertiques où la température peut passer de 50 degrés le jour à 0 la nuit. Des rivières qui coulent avec fureur au printemps et disparaissent complètement en été. Cette géographie a créé non pas un peuple, mais des dizaines de peuples. Les Pashtuns du sud et de l'est, fiers guerriers qui suivent le Pashtunwali, un code d'honneur tribal vieux de milliers d'années. Les Tadjiks du nord, héritiers des anciennes civilisations persanes, poètes et commerçants. Les Hazaras du centre, descendants présumés des armées mongoles de Gengis Khan, reconnaissables à leurs traits asiatiques. Les Ouzbeks, les Turkmènes, les Baloutches, les Nouristani et tant d'autres. Chaque groupe avec sa langue, ses coutumes, ses loyautés. Chaque vallée avec son histoire propre. Chaque tribu avec sa fierté inébranlable. Mais avant que ces identités ne se cristallisent, avant que le mot Afghanistan n'existe même, cette terre était déjà un carrefour. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter très très loin dans le temps. Il y a plus de 5000 ans, alors que les premières civilisations émergeaient en Mésopotamie et en Égypte, des routes commerciales traversaient déjà ce qui deviendrait l'Afghanistan. Les archéologues ont découvert des perles de lapis-lazuli afghanes dans les tombes des pharaons, du bronze contenant de l'étain extrait des montagnes du nord dans les palais sumériens. Ces routes n'étaient pas de simples chemins, c'étaient des artères vitales qui connectaient l'Orient à l'Occident, la Chine à la Méditerranée, les steppes mongoles à l'océan Indien. Et au centre de ce réseau, comme une araignée au milieu de sa toile, se trouvait ce territoire montagneux que personne ne pouvait contourner complètement. Les premières traces de civilisation organisée remontent à l'âge du bronze. Des villages fortifiés, des systèmes d'irrigation sophistiqués,
des objets d'artisanat qui témoignent de contacts avec les civilisations de l'Indus au sud et de la Bactriane au nord. Mais ces premières communautés n'ont laissé que des fragments, des murmures dans la pierre. L'histoire écrite commence vraiment avec l'arrivée des Aryens. Vers 1500 avant notre ère, des peuples indo-européens descendent des steppes et s'installent dans les plaines fertiles du nord de l'Afghanistan. Ils apportent avec eux le sanskrit, les hymnes védiques, les premières versions de ce qui deviendra l'hindouisme. Ils fondent des royaumes, construisent des villes, établissent des routes commerciales. La région de Bactriane, avec sa capitale Balkh, devient un centre de pouvoir et de culture. Les textes zoroastriens mentionnent ces terres comme le berceau de leur prophète, Zarathustra, celui qui a prêché le dualisme du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres. Les anciens Perses appelaient cette région Aryana Vaejo, la terre expansive des Aryens. Puis vient le premier grand empire qui laissera une marque indélébile sur l'Afghanistan, l'empire achéménide. Au VIe siècle avant notre ère, Cyrus le Grand, fondateur de cet empire perse, étend son pouvoir sur tout le plateau iranien et au-delà. L'Afghanistan devient une satrapie, une province de ce vaste empire qui s'étend de l'Égypte à l'Indus. Les Perses construisent des routes pavées, établissent des systèmes postaux, imposent des lois uniformes. Pour la première fois, ces terres montagneuses et fragmentées font partie d'un système administratif cohérent. Les villes prospèrent, les caravanes circulent en sécurité. L'or afflue des mines locales vers les palais de Persépolis. Mais l'ordre achéménide ne durera qu'environ 2 siècles. Car à l'ouest, un jeune roi de Macédoine rêve de conquérir le monde connu. En 330 avant notre ère, Alexandre le Grand, âgé de 26 ans seulement, écrase l'armée perse à la bataille de Gaugamel. Il poursuit Darius III, le dernier roi achéménide, à travers l'Iran et entre en Afghanistan en 329 avant notre ère. Ce qu'il découvre le surprend. Ce ne sont pas des terres faciles à soumettre. Les tribus locales ne reconnaissent aucune autorité centrale. Elles se battent dans les montagnes avec une férocité qu'Alexandre n'a jamais rencontrée. Chaque vallée doit être conquise séparément, chaque forteresse prise d'assaut, chaque tribu négociée ou écrasée. Alexandre établit plusieurs villes pour contrôler le territoire. La plus célèbre, Alexandrie d'Arachosie, deviendra plus tard Kandahar, une corruption du nom Iskander, la version locale d'Alexandre. Il passe 3 années en Afghanistan, 3 années de campagne épuisante dans un terrain impossible. Ces soldats, qui ont marché depuis la Macédoine jusqu'aux confins de l'Asie, commencent à se plaindre. Ils veulent rentrer chez eux. Ils en ont assez de ces montagnes, de ce froid, de ces ennemis insaisissables qui apparaissent pour frapper et disparaissent dans les cols avant qu'on puisse les poursuivre. C'est en Afghanistan qu'Alexandre épouse Roxane, une princesse locale de Bactriane, fille d'un seigneur de guerre bactrien. Cette union n'est pas seulement romantique. C'est une stratégie politique. Alexandre comprend qu'il ne peut pas tenir ses terres par la force seule. Il doit s'allier avec les élites locales, adopter leurs coutumes, se présenter non pas comme un conquérant étranger, mais comme un nouveau roi légitime. Cette politique de fusion culturelle, Alexandre l'appliquera ensuite en Inde, en Perse, partout où il passe. Mais même lui, le plus grand conquérant de l'Antiquité, ne peut pas vraiment soumettre l'Afghanistan. Il peut occuper les villes, contrôler les routes principales, mais les montagnes restent indomptées. Les tribus acceptent sa suzeraineté quand ses armées sont proches et reprennent leur indépendance dès qu'elles s'éloignent. C'est un schéma qui se répétera encore et encore au cours des siècles suivants. Après la mort d'Alexandre en 323 avant notre ère, son empire se fragmente. Ses généraux se déchirent et divisent ses conquêtes. L'Afghanistan tombe sous le contrôle de Séleucos Ier, qui fonde l'empire séleucide.
Mais ce contrôle est nominal. Bactriane devient progressivement autonome, puis complètement indépendante vers 250 avant notre ère. Le royaume gréco-bactrien naît, une fusion extraordinaire de cultures hellénistiques et de traditions locales. Imaginez des villes où l'on parle grec dans les rues, où les temples bouddhistes côtoient les gymnases grecs, où les monnaies portent des inscriptions en grec d'un côté et en langue locale de l'autre. Les rois gréco-bactriens adoptent le bouddhisme, construisent des monastères, patronnent des artistes qui créent le premier art bouddhiste figuratif, influencé par les canons esthétiques grecs. Cette synthèse culturelle est unique dans l'histoire. Elle montre que l'Afghanistan, loin d'être une terre barbare et isolée, était au contraire un laboratoire de fusion culturelle, un endroit où l'Orient et l'Occident se rencontraient et se mélangeaient. Le royaume gréco-bactrien s'étend jusqu'en Inde du Nord, créant ce qu'on appelle le royaume indo-grec. Des rois comme Ménandre Ier, qui se convertit au bouddhisme et fut vénéré comme un sage, règnent sur un territoire multiculturel et multilingue. Les villes prospèrent grâce au commerce. Les caravanes de la route de la soie commencent à traverser la région, apportant la soie chinoise vers l'ouest et le verre romain vers l'est. L'Afghanistan est au cœur de ce commerce mondial, avant même que le terme mondialisation n'existe. Mais cette prospérité attire la convoitise. Du nord descendent des peuples nomades, poussés par les mouvements de population en Asie centrale. Les Scythes d'abord, puis les Parthes, puis les Yuezhi. Ces derniers, chassés de Chine par les Xiongnu, migrent vers l'ouest et conquièrent la Bactriane au IIe siècle avant notre ère. De ces Yuezhi émergera l'un des plus grands empires de l'histoire de l'Afghanistan, l'empire Kushan. Les Kushans unifient un territoire immense, du nord de l'Inde à l'Asie centrale, avec l'Afghanistan comme cœur. Leur roi le plus célèbre, Kanishka Ier, qui règne au IIe siècle de notre ère, devient un patron majeur du bouddhisme. Sous son règne, l'art du Gandhara atteint son apogée. Dans les vallées de Bamiyan, de Hada, de Begram, des sculpteurs créent des milliers de statues de Bouddha dans un style qui mélange influences grecques, indiennes et locales. Les monastères se multiplient. Les pèlerins bouddhistes chinois qui traversent l'Afghanistan en route vers l'Inde décrivent des centaines de stupas, des milliers de moines, une vie religieuse florissante. L'Afghanistan bouddhiste est une réalité souvent oubliée aujourd'hui, mais elle a duré près de 1000 ans. Les fameuses statues de Bouddha de Bamiyan, sculptées directement dans la falaise, la plus grande mesurant 55 mètres de haut, datent de cette époque. Elles dominaient la vallée comme des gardiens silencieux, visibles à des kilomètres à la ronde. Les caravanes qui passaient s'arrêtaient pour prier, pour se reposer, pour échanger des marchandises. Bamiyan était un centre cosmopolite où se mélangeaient marchands chinois, moines indiens, artisans persans, nomades turcs. Mais les empires, même les plus splendides, finissent toujours par s'effondrer. L'empire Kushan se fragmente au IIIe siècle, attaqué de toutes parts. Les Sassanides perses reconquièrent une partie de l'Afghanistan. Les Huns blancs, ou Hephthalites, déferlent du nord au Ve siècle, détruisant villes et monastères. Ces Huns sont différents de ceux qui terrorisent l'Europe à la même époque, mais leur réputation de férocité est tout aussi terrifiante. Ils renversent les dynasties locales, imposent un tribut écrasant, perturbent les routes commerciales. Pourtant, même sous la domination hephtalite, la vie continue. Les paysans cultivent leurs champs en terrasse. Les artisans travaillent le métal et la pierre. Les caravanes, plus prudentes, continuent de circuler. L'Afghanistan a développé une remarquable capacité de résilience. Les invasions viennent et repartent comme des tempêtes, mais la société de base, enracinée dans ses vallées et ses traditions, survit. Au VIe siècle, les Sassanides et les Turcs occidentaux s'allient pour écraser les Hephthalites.
l'Afghanistan se retrouve divisé entre influence perse au sud et influence turque au nord. Cette division linguistique et culturelle entre zones persophones et zones turcophones persiste encore aujourd'hui. Les villes retrouvent une certaine prospérité. Le bouddhisme reste dominant, mais d'autres religions sont présentes. Zoroastrisme, hindouisme, cultes locaux. C'est un monde pluriel, tolérant par nécessité autant que par conviction. Et puis arrive le 7e siècle, et avec lui, un changement qui transformera l'Afghanistan plus profondément que toutes les invasions précédentes. De la péninsule arabique, une nouvelle religion se répand à une vitesse foudroyante, l'islam. Les armées arabo-musulmanes, galvanisées par leur nouvelle foi, conquièrent en quelques décennies un territoire qui s'étend de l'Espagne à l'Asie centrale. Elles prennent la Perse sassanide, écrasent ses armées, convertissent ses populations. En 652, à peine 20 ans après la mort du prophète Mahomet, les premiers raids musulmans atteignent les frontières de l'Afghanistan. Mais conquérir ce territoire ne sera pas aussi rapide que conquérir les plaines de Mésopotamie ou de Syrie. L'islamisation de l'Afghanistan prend 3 siècles. Ce n'est pas une conversion brutale et instantanée. C'est un processus lent, complexe, souvent violent, parfois paisible. Les Arabes conquièrent d'abord les villes des plaines, Hérat, Balkh, Kandahar. Mais les montagnes résistent. Les bouddhistes de Bamiyan continuent leur pratique. Les tribus zoroastriennes du Nouristan restent fidèles à leurs dieux ancestraux. Les conversions se font par vagues, tribu par tribu, vallée par vallée, génération par génération. Ce qui facilite finalement l'islamisation, ce n'est pas tant la force militaire que l'intégration économique et culturelle. Les marchands musulmans offrent de meilleurs réseaux commerciaux. Les mystiques soufis qui s'installent dans les villages apportent une spiritualité accessible, syncrétique, qui incorpore des éléments locaux. L'islam afghan devient unique, teinté de traditions pré-islamiques, de soufisme extatique, de codes tribaux ancestraux. Ce n'est pas l'islam des califes de Bagdad ou de Damas. C'est quelque chose d'autre, quelque chose de profondément enraciné dans le sol afghan. Au IXe siècle, avec l'affaiblissement du califat abbasside, des dynasties locales musulmanes émergent. La dynastie safaride, fondée par Yaqub ibn al-Layth el-Safar, un ancien chaudronnier devenu chef de guerre, établit un royaume centré sur le Sistan, dans le sud de l'Afghanistan. Yaqub est un personnage fascinant. Illettré mais brillant tacticien, il rejette l'autorité du calife et crée un État indépendant. Sa cour parle persan, pas arabe, marquant le début d'une renaissance culturelle persane qui influencera toute la région. Puis viennent les Samanides, qui règnent depuis Boukhara et contrôlent le nord de l'Afghanistan. Sous leur patronage, la littérature persane renaît. Des poètes comme Roudaki composent des vers qui sont encore récités aujourd'hui. Les sciences fleurissent, les bibliothèques se remplissent de manuscrits. C'est l'âge d'or de la civilisation persane islamique, et l'Afghanistan en est une partie intégrante. Mais au tournant du premier millénaire, une nouvelle puissance émerge, les Ghaznévides. Mahmoud de Ghazni, qui règne de 998 à 1030, transforme la ville de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan, en l'une des capitales les plus splendides du monde islamique. Il lance 17 campagnes de razzia en Inde, pillant les temples hindous et ramenant des richesses colossales. Avec cet or, il construit des palais, des mosquées, des jardins. Il patronne des poètes et des savants. Ferdowsi, le plus grand poète épique persan, dédie son Shahnameh, le livre des rois, à Mahmoud. Ghazni devient un centre culturel rayonnant. On y parle persan, arabe, turc. Les érudits débattent de philosophie et de théologie. Les astronomes observent les étoiles depuis des observatoires sophistiqués. Les médecins copient et commentent les textes grecs.
C'est une cité cosmopolite où la violence des conquêtes côtoie le raffinement intellectuel, un paradoxe qui n'est pas rare dans l'histoire musulmane médiévale. Après Mahmoud, l'empire gaznévide décline. Une partie de son territoire est conquise par les Seldjoukides, des Turcs nomades récemment convertis à l'islam. Une autre partie tombe aux mains des Gurides, une dynastie locale qui contrôle les montagnes centrales. Les Gurides, à leur tour, conquièrent le nord de l'Inde et établissent un sultanat à Delhi. L'Afghanistan devient un tremplin pour les conquêtes indiennes, un schéma qui se répétera plusieurs fois. Mais toutes ces dynasties, tous ces empires, tous ces rois et sultans ne sont rien comparés à la tempête qui va bientôt déferler sur l'Afghanistan. Une tempête venue de l'Est, des steppes mongoles, portée par des cavaliers qui ne connaissent ni pitié ni limite. En 1219, les armées de Gengis Khan franchissent l'Amou Darya et entrent en Afghanistan. Ce qui suit est l'un des épisodes les plus terribles de l'histoire afghane. Les Mongols ne viennent pas conquérir et gouverner, ils viennent punir. Le gouverneur de la ville d'Otrar, dans l'actuel Kazakhstan, a fait massacrer une caravane mongole, et Gengis Khan exige réparation. Lorsque le Shah du Khwarezm, qui contrôle l'Afghanistan et l'Asie centrale, refuse et tue les ambassadeurs mongols, il scelle le destin de son empire. Les Mongols submergent l'Afghanistan comme un tsunami. Ville après ville tombe. Balkh, l'ancienne capitale de Bactriane, est rasée. Ses habitants sont massacrés jusqu'au dernier. Hérat résiste, mais finit par se rendre, et ses habitants sont épargnés. Puis la ville se révolte. Les Mongols reviennent, et cette fois, ne laissent personne en vie. On raconte qu'il a fallu 7 jours pour tuer tous les habitants, plus d'1 million de personnes selon certaines chroniques, probablement exagérées, mais révélatrices de l'ampleur de l'horreur. Ghazni, Bamilla, Kandahar, toutes les grandes cités subissent le même sort. Les Mongols détruisent également les systèmes d'irrigation, les khanats souterrains, qui permettent l'agriculture en zone aride. Ils coupent les arbres fruitiers, brûlent les récoltes, tuent le bétail. Ce n'est pas seulement une conquête militaire, c'est une tentative délibérée d'annihiler la capacité de la région à soutenir une population. Et ils réussissent. L'Afghanistan ne se remettra jamais complètement de ce désastre démographique. Des régions entières, autrefois fertiles et peuplées, deviennent des déserts. Des villes millénaires disparaissent pour toujours. Pourtant, même après cette catastrophe, l'Afghanistan survit. Les populations qui se sont réfugiées dans les montagnes les plus reculées redescendent lentement. Les villes se reconstruisent, plus petites, plus pauvres, mais vivantes. L'empire mongol se fragmente après la mort de Gengis Khan et l'Afghanistan tombe sous le contrôle de différents khanats. Les descendants de Gengis, les Ilkhanides en Perse, les Djagataïdes en Asie centrale, se disputent le territoire. Au XIVe siècle, une nouvelle figure émerge, Tamerlan, ou Timur le Boiteux. Ce conquérant turco-mongol, qui se prétend héritier de Gengis Khan bien qu'il n'en ait pas le sang, bâtit un empire depuis Samarcande. Il conquiert l'Afghanistan dans les années 1380 et, comme les Mongols avant lui, laisse une traînée de destruction. Mais Timur a aussi une vision culturelle. Il ramène à Samarcande des artisans, des savants, des artistes capturés dans ses conquêtes. Il construit des monuments grandioses. Son petit-fils, Ulugh Beg, deviendra un astronome renommé. Sous les Timourides, l'Afghanistan connaît une renaissance culturelle. Hérat, en particulier, devient un centre intellectuel majeur au XVe siècle sous le règne de Hussein Bey Kara. Le poète Jami y écrit ses mystiques soufis. Le peintre Behzad y crée des miniatures persanes d'une beauté incomparable. Les bibliothèques se reconstituent. Les écoles théologiques attirent des étudiants de tout le monde musulman. C'est un âge d'or éphémère,
un moment de beauté dans une longue histoire de violence. Mais les Timourides, comme tous les empires avant eux, finissent par décliner. Au début du XVIe siècle, deux nouvelles puissances émergent qui vont se disputer l'Afghanistan. Les Safavides en Perse et les Moghols en Inde. Les Safavides, qui imposent le chiisme comme religion d'État en Iran, conquièrent l'ouest de l'Afghanistan. Les Moghols, descendants de Timour, établissent un empire en Inde et contrôlent l'est et le sud. Babur, le fondateur de l'empire moghol, est né à Fergana, dans l'actuel Ouzbékistan, mais il considère Kaboul comme sa véritable patrie. Chassé de Samarcande par les Ouzbeks, il conquiert Kaboul en 1504 et en fait sa base. Pendant 14 ans, il règne sur cette ville qu'il aime profondément. Dans ses mémoires, le Baburnama, il décrit avec émotion les jardins de Kaboul, les fruits délicieux, les montagnes enneigées, l'air pur. Lorsqu'il conquiert l'Inde en 1526 et fonde l'empire moghol, il continue de rêver de Kaboul. À sa mort, son corps sera ramené et enterré dans les jardins qu'il a créés, dans la ville qu'il chérissait. Pendant 2 siècles, l'Afghanistan reste divisé entre ces deux sphères d'influence, Safavides et Moghols. Kaboul, Kandahar et Ghazni font partie de l'empire moghol. Hérat appartient aux Safavides. Cette division a des conséquences profondes. L'Est s'indianise partiellement, adopte des éléments de la culture moghole. L'Ouest reste fermement ancré dans la sphère culturelle persane. Les Pashtuns, qui vivent dans les régions frontalières, développent leur propre identité, distincte des Perso-Tadjiks du Nord et de l'Ouest. C'est au XVIIIe siècle que naît véritablement l'Afghanistan en tant qu'État-nation. En 1709, les Pashtuns de Kandahar, lassés de la domination safavide, se révoltent sous la direction de Mir Waïs Otak. Ils chassent les Persans et établissent un royaume indépendant. Cette rébellion marque le début de l'ascension pachtoune. Pendant des siècles, les Tadjiks persanophones et les élites urbaines ont dominé culturellement la région. Maintenant, les tribus pashtounes, guerrières et pastorales, réclament le pouvoir politique. Le fils de Mir Waïs, Mahmoud, pousse plus loin. Il envahit la Perse elle-même et capture Isfahan, la capitale safavide, en 1722. Pour quelques années, un Afghan règne sur la Perse. Mais cette conquête est éphémère. Nadir Shah, un génie militaire persan, reprend le pouvoir, écrase les Afghans, reconquiert l'Afghanistan et même envahit l'Inde moghole, pillant Delhi en 1739. Nadir Shah meurt assassiné en 1747. Son empire s'effondre immédiatement. C'est dans ce chaos que Ahmad Shah Durrani, un jeune commandant pachtoun qui servait dans l'armée de Nadir, retourne à Kandahar et se fait proclamer roi par une assemblée tribale, une Loya Jirga, en 1747. Cette date marque officiellement la naissance de l'Afghanistan moderne en tant qu'État indépendant. Ahmad Shah est un fondateur exceptionnel. Il unifie les tribus pashtounes, conquiert un territoire immense qui s'étend du Khorasan persan au Pendjab indien, de l'Amoudaria au nord à l'océan Indien au sud. Il établit sa capitale à Kandahar, puis la déplace à Kaboul, mieux située stratégiquement. Il crée une administration, frappe des monnaies, construit des mosquées. Il est aussi un poète, composant des vers en pachto, la langue des Pashtuns. Les Afghans le vénèrent aujourd'hui comme le père de la nation, Ahmad Shah Baba. Mais cet empire afghan est fragile. Il repose sur la fidélité personnelle des chefs tribaux à Ahmad Shah. Après sa mort en 1772, ses successeurs ne parviennent pas à maintenir l'unité. Les provinces se révoltent, les frères se battent pour le trône. L'empire se rétrécit. Au début du XIXe siècle, l'Afghanistan est un royaume affaibli, constamment en guerre civile, une proie tentante pour les puissances coloniales qui commencent à s'intéresser à l'Asie centrale.
À cette époque, deux empires colossaux se font face en Asie, la Russie et la Grande-Bretagne. Les Russes, poussés par leur expansion territoriale implacable, conquièrent progressivement l'Asie centrale, avalant les khanates ouzbeks les uns après les autres. Les Britanniques, maîtres de l'Inde, voient cette expansion russe comme une menace mortelle pour leur joyau colonial. Ils craignent qu'un jour, les armées russes ne franchissent les montagnes afghanes et n'envahissent l'Inde. Cette paranoïa géopolitique porte un nom, le Grand Jeu. Un terme inventé par un officier britannique, Arthur Connolly, qui sera plus tard exécuté par l'émir de Boukhara. Le Grand Jeu, c'est la rivalité entre la Russie et la Grande-Bretagne pour le contrôle de l'Asie centrale. Et l'Afghanistan en est le terrain principal. Les Britanniques envoient des espions déguisés en marchands pour cartographier les passes de l'Hindoukouche. Les Russes envoient des missions diplomatiques pour courtiser les émirs afghans. Chacun cherche à transformer l'Afghanistan en État tampon sous son influence. En 1838, les Britanniques décident d'agir. L'émir Dost Mohammad Khan, qui règne à Kaboul, a osé recevoir une mission diplomatique russe. Pour Londres, c'est intolérable. Une armée anglo-indienne de 21 000 hommes, plus des milliers de serviteurs et de familles, envahit l'Afghanistan. L'objectif ? Renverser Dost Mohammad et installer un souverain fantoche, Shah Shuja, qui avait été chassé du trône des décennies plus tôt. L'invasion est initialement un succès. L'armée britannique traverse facilement les passes de Bolan et de Khyber. Kandahar tombe sans résistance. Ghazni est prise d'assaut. Dost Mohammad s'enfuit. Shah Shuja est installé à Kaboul. Les Britanniques se félicitent. Ils pensent avoir résolu le problème afghan. Mais occuper l'Afghanistan est une chose, le contrôler en est une autre. Shah Shuja n'a aucune légitimité. Il est vu comme une marionnette étrangère. Les tribus pashtunes refusent de le reconnaître. Les Britanniques doivent maintenir une garnison à Kaboul pour le protéger. Mois après mois, la situation se dégrade. Les attaques contre les troupes britanniques se multiplient. Les officiers sont assassinés dans les bazars. Les convois sont harcelés dans les défilés. En novembre 1841, Kaboul se soulève. Une foule en colère massacre l'envoyé britannique Alexander Burns dans sa résidence. Les Britanniques, commandés par le général incompétent William Elphinstone, se replient dans leur cantonnement à l'extérieur de Kaboul. Ils sont assiégés tout l'hiver. Le froid est terrible. Les provisions s'épuisent. Les soldats meurent de faim et de gelure. En janvier 1842, les Afghans offrent un sauf-conduit. Les Britanniques, désespérés, acceptent. 16 500 personnes, soldats et civils, quittent Kaboul pour la marche de 150 km jusqu'à Jalalabad. Ce qui suit est l'une des catastrophes militaires les plus totales de l'histoire britannique. Les tribus attaquent la colonne dès qu'elle quitte la ville. Les snipers tirent depuis les hauteurs. Les cavaliers afghans massacrent les traînards. Le froid tue autant que les balles. Jour après jour, la colonne rétrécit. Les blessés sont abandonnés. Les femmes et les enfants sont capturés. Les soldats indiens, mal équipés pour l'hiver afghan, meurent par centaines. Seul un petit groupe d'officiers et de soldats britanniques parvient jusqu'au défilé de Gandamak, à quelques kilomètres de Jalalabad. Là, ils sont encerclés et anéantis. Un seul homme, le docteur William Brydon, atteint Jalalabad sur un cheval mourant. Un seul survivant sur 16 500. L'Afghanistan vient d'infliger à l'Empire britannique, à l'apogée de sa puissance, une humiliation sans précédent. La nouvelle fait le tour du monde. Le retrait catastrophique de Kaboul devient un symbole de l'invincibilité afghane, du danger de s'aventurer dans ces montagnes maudites. Les Britanniques, bien sûr, ne peuvent pas laisser cet affront impuni. Une armée de vengeance est envoyée. Elle reprend Kaboul, brûle le bazar principal
puis se retirent. Les Britanniques ont compris la leçon. Occuper l'Afghanistan est trop coûteux. Mieux vaut laisser les Afghans se gouverner eux-mêmes, tant qu'ils ne s'allient pas avec les Russes. Dost Mohammad reprend le pouvoir et règne jusqu'en 1863. Son fils, Sher Ali, lui succède après une guerre civile sanglante contre ses frères. Sher Ali essaie de moderniser l'Afghanistan, créant une armée régulière, fondant le premier journal afghan. Mais il se retrouve encore pris entre les Russes et les Britanniques. En 1878, il accepte de recevoir une mission diplomatique russe, mais refuse une mission britannique. Les Britanniques, toujours paranoïaques, considèrent cela comme un casus belli. La deuxième guerre anglo-afghane commence en novembre 1878. Cette fois, les Britanniques n'essaient pas d'occuper tout le pays. Ils se contentent de contrôler les zones frontalières et de s'assurer que le gouvernement afghan reste docile. Sher Ali s'enfuit et meurt. Son fils, Yaqub Khan, signe le traité de Gandamak en mai 1879, cédant le contrôle de la politique étrangère afghane aux Britanniques et abandonnant plusieurs territoires frontaliers, notamment la passe de Khyber. Mais à peine le traité signé, l'envoyé britannique à Kaboul, Louis Cavagnari, est massacré avec toute son escorte par des soldats afghans mutinés. Les Britanniques envahissent à nouveau, occupent Kaboul, pendent les responsables. Yaqub Khan abdique, dégoûté. C'est finalement Abdur-Rahman Khan, un neveu de Sher Ali qui était en exil en Russie, que les Britanniques installent comme émir en 1880. Abdur-Rahman est le bon choix du point de vue britannique. Intelligent, impitoyable, pragmatique, il comprend qu'il doit consolider son pouvoir à l'intérieur avant de pouvoir résister aux pressions extérieures. Pendant 21 ans, de 1880 à 1901, il transforme l'Afghanistan. Il écrase les révoltes tribales avec une brutalité calculée. Il soumet les Hazaras, massacrant des milliers de chiites et vendant les survivants comme esclaves. Il impose l'autorité centrale dans des régions qui n'avaient jamais été contrôlées par Kaboul. Il crée une administration moderne, un système fiscal, une armée loyale. Abdur-Rahman délimite aussi les frontières de l'Afghanistan moderne. En collaboration avec les Britanniques et les Russes, qui préfèrent avoir une frontière claire plutôt que des zones grises, il fixe les limites du pays. La ligne Durand, tracée en 1893 par le diplomate britannique Mortimer Durand, coupe en deux le territoire pachtoun, laissant des millions de Pashtuns du côté de l'Inde britannique, dans ce qui deviendra le Pakistan. Cette ligne restera une source de conflit jusqu'à aujourd'hui. Aucun gouvernement afghan ne l'a jamais reconnue officiellement. Sous Abdur-Rahman et ses successeurs, l'Afghanistan entre dans le XXe siècle comme un État tampon, officiellement indépendant, mais étroitement contrôlé par la Grande-Bretagne en matière de politique étrangère. C'est un pays isolé, arriéré économiquement, tribal et féodal socialement, mais paradoxalement stable. Les émirs maintiennent l'ordre par la force. Les tribus acceptent un compromis, une autonomie locale en échange d'une loyauté nominale à Kaboul. La Première Guerre mondiale change la donne. Les Ottomans, alliés de l'Allemagne, appellent les musulmans du monde entier au djihad contre les Britanniques. L'émir Habibullah Khan, qui règne depuis 1901, résiste aux pressions pour entrer en guerre. Il maintient la neutralité afghane, même quand une mission germano-turque arrive à Kaboul pour le convaincre d'envahir l'Inde britannique. Cette neutralité lui coûtera la vie. Il est assassiné en 1919 lors d'une partie de chasse, probablement par des membres de sa propre famille, frustrés par son refus de profiter de la faiblesse britannique. Son fils, Amanullah Khan, prend le pouvoir et adopte une ligne complètement différente. Jeune, idéaliste, moderniste, il veut libérer l'Afghanistan du contrôle britannique et le transformer en État moderne. En mai 1919,
il lance la troisième guerre anglo-afghane. C'est une guerre courte, indécise militairement, mais qui aboutit à une victoire diplomatique afghane. Le traité de Rawalpindi, signé en août 1919, reconnaît l'indépendance complète de l'Afghanistan en matière de politique étrangère. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afghanistan est véritablement indépendant. Amanullah est euphorique. Il se proclame roi en 1926 et lance un programme de réforme ambitieux. Il crée une constitution, abolit l'esclavage, ouvre des écoles pour filles, interdit le port obligatoire du voile, limite la polygamie, modernise l'armée. Il voyage en Europe et revient fasciné par ce qu'il a vu. Il veut faire de Kaboul une capitale moderne avec des avenues larges, des bâtiments en béton, de l'électricité. Mais Amanullah va trop vite, trop loin. Il heurte les sensibilités religieuses. Il effraie les chefs tribaux qui voient leur pouvoir menacé. En 1928, une rébellion éclate, menée par un brigand tadjik nommé Habibullah Kalakani, surnommé Bacha Sakao, le fils du porteur d'eau. Ce personnage extraordinaire, illettré mais charismatique, rassemble une armée de mécontents et marche sur Kaboul. Amanullah s'enfuit en exil. Habibullah Kalakani règne pendant 9 mois, annulant toutes les réformes. Mais les Pashtuns ne peuvent pas accepter qu'un Tadjik règne à Kaboul. Mohammad Nadir Khan, un général de la famille royale, rassemble les tribus Pashtuns, reconquiert Kaboul en octobre 1929, capture Habibullah Kalakani et le fait exécuter. Nadir Shah devient roi et rétablit l'ordre, mais au prix de l'abandon de presque toutes les réformes d'Amanullah. Nadir Shah est assassiné en 1933 par un lycéen à Kaboul. Son fils, Zaher Shah, âgé de seulement 19 ans, monte sur le trône. Il régnera pendant 40 ans, jusqu'en 1973, le plus long règne de l'histoire afghane. Les premières décennies de son règne sont dominées par ses oncles, qui exercent le pouvoir réel en tant que Premier ministre. C'est une période de stabilité relative. L'Afghanistan reste isolé, pauvre, mais en paix. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Afghanistan doit naviguer dans un nouveau monde bipolaire. Les Britanniques quittent l'Inde en 1947, créant 2 nouveaux États, l'Inde et le Pakistan. L'Afghanistan refuse immédiatement de reconnaître la ligne Durand comme frontière avec le Pakistan et réclame la création d'un État pachtoun indépendant, le Pashtunistan. Cette revendication empoisonnera les relations afghano-pakistanaises pour les décennies à venir. Ne pouvant compter sur le Pakistan ou sur l'Occident, l'Afghanistan se tourne vers l'Union soviétique. Moscou est ravi. Les soviétiques fournissent une aide économique et militaire massive. Ils construisent des routes, des barrages, des usines. Ils forment des officiers afghans dans leurs académies militaires. Ils créent une dépendance. Dans les années 1950 et 60, l'Afghanistan devient un quasi-satellite soviétique sans être formellement communiste. Sous le règne de Zaher Shah, et surtout après 1963 quand il prend le pouvoir réel en écartant ses oncles, l'Afghanistan connaît une brève ouverture démocratique. Une nouvelle constitution est adoptée en 1964, établissant une monarchie constitutionnelle avec un parlement élu. La presse est relativement libre, les partis politiques émergent, y compris un parti communiste afghan, le Parti démocratique populaire d'Afghanistan. À Kaboul, cette période est souvent rappelée avec nostalgie. La ville était cosmopolite, les femmes travaillaient, étudiaient, portaient des jupes courtes. Les hippies occidentaux traversaient l'Afghanistan sur la route du hashish vers l'Inde. Les touristes visitaient Bamiyan et Herat. On appelait cette époque l'âge d'or de l'Afghanistan. Mais cette image est trompeuse. Cette modernité ne touchait que Kaboul et quelques autres villes. Dans les campagnes, où vivaient 90% de la population, rien n'avait changé. Les tribus suivaient leurs codes ancestraux.
les femmes restaient cloîtrées. La vie était celle du Moyen-Âge. Cette dichotomie entre ville et campagne, entre élite modernisée et masse traditionnaliste, est la bombe à retardement de l'Afghanistan moderne. Et en 1973, elle explose. Mohammad Daoud Khan, cousin et beau-frère de Zahir Shah, ancien Premier ministre, organise un coup d'État pendant que le roi est en Italie pour des soins médicaux. Daoud abolit la monarchie et proclame la République. C'est la fin de près de 250 ans de règne de la dynastie Durrani. Daoud est un nationaliste autoritaire. Il veut moderniser l'Afghanistan de force, comme Amanullah l'avait tenté. Il réprime les islamistes qui commencent à s'organiser. Beaucoup fuient au Pakistan, y compris de jeunes étudiants nommés Gulbuddin Hekmatyar et Burhanuddin Rabbani, qui reviendront hanter l'Afghanistan des décennies plus tard. Daoud essaie aussi de se libérer de l'emprise soviétique en se rapprochant des pays arabes et de l'Occident. Moscou s'inquiète. Le Parti démocratique populaire d'Afghanistan, le Parti communiste, se sent également menacé par Daoud. En avril 1978, après l'assassinat d'un de leurs leaders, les communistes lancent un coup d'État. Daoud et toute sa famille sont massacrés. Les communistes prennent le pouvoir. C'est la révolution de Sor. Sor signifie avril en persan. L'Afghanistan devient une république démocratique, c'est-à-dire un satellite soviétique. Mais les nouveaux dirigeants, Nour Mohammad Taraki puis Hafizullah Amin, font erreur sur erreur. Ils lancent des réformes radicales, réformes agraires, alphabétisation forcée, droits des femmes imposés par décret. Dans les campagnes conservatrices, c'est perçu comme une attaque contre l'islam et les traditions. Des révoltes éclatent partout. Le gouvernement répond par la terreur. Arrestations massives, tortures, exécutions. On estime que 50 000 à 100 000 personnes sont tuées pendant la première année du régime communiste. Les soviétiques observent avec horreur. Leur régime client s'effondre. En décembre 1979, après des mois d'hésitation, Moscou prend la décision fatale, envahir l'Afghanistan. Le 24 décembre, les forces aéroportées soviétiques débarquent à Kaboul. Le 27 décembre, des commandos Spetsnaz attaquent le palais présidentiel et tuent Hafizullah Amin. L'Union soviétique installe Babrak Karmal, un communiste plus modéré, comme nouveau président. Les chars soviétiques roulent vers les villes principales. Les soviétiques pensent que l'opération sera rapide. Quelques mois pour stabiliser la situation, puis un retrait progressif. Ils se trompent complètement. L'invasion soviétique transforme une série de révoltes locales en une guerre de résistance nationale. Les moudjahidines, combattants de la foi, se multiplient. Ils reçoivent des armes du Pakistan, de la CIA américaine, de l'Arabie saoudite. Ils mènent une guérilla implacable. Ce qui suit est une guerre de 9 ans qui détruit l'Afghanistan. Les soviétiques contrôlent les villes et les routes principales. Les moudjahidines contrôlent la campagne et les montagnes. Les soviétiques bombardent les villages suspects, utilisent des mines antipersonnelles déguisées en jouets, rasent les cultures. Les moudjahidines tentent des embuscades, descendent des hélicoptères avec des missiles Stinger américains, assassinent les collaborateurs. 1 million d'Afghans meurent. 5 millions fuient vers le Pakistan et l'Iran, la plus grande population de réfugiés au monde à l'époque. Des régions entières sont dépeuplées. La guerre d'Afghanistan devient le Vietnam de l'Union soviétique. 15 000 soldats soviétiques meurent. Des dizaines de milliers reviennent blessés, traumatisés, drogués. L'opinion publique soviétique se retourne contre la guerre. Mikhaïl Gorbatchev, qui arrive au pouvoir en 1985, comprend que l'Afghanistan est un bourbier sans issue. En février 1989, le dernier soldat soviétique traverse le pont de l'Amitié sur l'Amou Daria et quitte l'Afghanistan. Mais la guerre ne s'arrête pas. Le régime communiste de Mohammad Najibullah, installé par les soviétiques en 1986, survit contre toute attente jusqu'en 1992,
3 ans après le retrait soviétique. Najibullah est un homme intelligent et pragmatique. Il abandonne le communisme, se présente comme nationaliste afghan, essaie de négocier avec les moudjahidines. Mais ceux-ci ne veulent rien entendre. Ils veulent la victoire totale. En avril 1992, le régime s'effondre. Les différentes factions moudjahidines convergent vers Kaboul. Najibullah tente de fuir, mais est arrêté à l'aéroport. Il se réfugie dans le complexe des Nations Unies où il restera 4 ans, prisonnier de fait. Les moudjahidines entrent dans Kaboul et proclament l'État islamique d'Afghanistan. Mais la victoire contre les soviétiques ne signifie pas la paix. Au contraire, les moudjahidines n'ont jamais été un mouvement unifié. C'était une alliance fragile de 7 principaux partis soutenus par différents patrons externes, divisés ethniquement et idéologiquement. Une fois au pouvoir, ils se déchirent. Kaboul devient un champ de bataille. Différentes milices contrôlent différents quartiers. Elles se bombardent mutuellement à l'artillerie. Les quartiers historiques, épargnés par les soviétiques, sont réduits en ruines. Le commandant Massoud, un Tadjik, contrôle une partie de la ville. Gulbuddin Hekmatyar, un Pachtoun fondamentaliste, assiège la capitale et la bombarde sans relâche. Abdul Rachid Dostum, un seigneur de guerre ouzbek, change d'alliance selon ses intérêts. Les Hazaras se battent pour leur quartier. C'est une anarchie sanglante. Entre 1992 et 1996, 50 000 personnes meurent à Kaboul. La capitale est plus dévastée par la guerre civile que par 10 ans d'occupation soviétique. C'est dans ce chaos qu'émergent les talibans. En 1994, dans le sud de l'Afghanistan, un mollah borgne nommé Omar rassemble un groupe d'étudiants religieux, talibans en pachto. Leur message est simple: restaurer l'ordre, appliquer la charia, éliminer la corruption des moudjahidines devenus seigneurs de guerre. Ils sont soutenus par le Pakistan, qui veut un Afghanistan stable et docile. Ils reçoivent aussi des armes et de l'argent de l'Arabie saoudite. Les talibans conquièrent le sud avec une rapidité stupéfiante. Les populations rurales, épuisées par les exactions des moudjahidines, les accueillent parfois comme des libérateurs. En septembre 1996, ils prennent Kandahar, puis Kaboul. Ils trouvent Najibullah dans le complexe des Nations Unies, le torturent, le castrent, puis le pendent à un poste de circulation au centre de la ville. Son corps reste exposé pendant des jours comme avertissement. Les talibans imposent la version la plus stricte de la charia jamais vue. Les femmes doivent porter la burqa intégrale et ne peuvent ni travailler ni étudier. Les hommes doivent porter la barbe. La musique est interdite, la télévision est interdite. Les cerfs-volants sont interdits. Les châtiments sont publics. Amputation pour le vol, lapidation pour l'adultère, exécution pour le meurtre et l'apostasie. En mars 2001, malgré les protestations mondiales, ils dynamitent les statues de Bouddha de Bamiyan, détruisant des trésors millénaires parce qu'ils représentent des idoles. Mais les talibans ne conquièrent jamais tout l'Afghanistan. Au nord, une coalition de moudjahidines, appelée l'Alliance du Nord, résiste. Le commandant Massoud, le lion du Panjshir, mène cette résistance depuis sa vallée imprenable. Les talibans lancent offensive après offensive, échouant chaque fois. Le front se stabilise, coupant l'Afghanistan en deux. Les talibans hébergent aussi un invité de marque, Oussama Ben Laden. Le milliardaire saoudien, devenu terroriste international, a trouvé refuge en Afghanistan après avoir été expulsé du Soudan. Il établit des camps d'entraînement pour Al-Qaïda dans les montagnes afghanes. De là, il planifie des attaques contre les intérêts américains. Les ambassades en Afrique de l'Est en 1998, le navire USS Cole au Yémen en 2000.
Et puis vient le 11 septembre 2001. 19 terroristes d'Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne américains. 2 s'écrasent sur les tours du World Trade Center à New York, 1 frappe le Pentagone. Le 4e s'écrase en Pennsylvanie après que les passagers se sont rebellés. Près de 3000 personnes meurent. C'est l'attaque la plus meurtrière jamais perpétrée sur le sol américain. L'administration Bush exige que les talibans livrent Ben Laden. Le Mollah Omar refuse. Pour lui, c'est une question d'honneur pachtoun. On ne trahit pas son invité. Les États-Unis lancent l'opération Liberté immuable le 7 octobre 2001. Les B-52 bombardent les positions talibanes. Les forces spéciales américaines s'allient à l'Alliance du Nord. Les talibans, malgré leur bravoure, ne peuvent rien contre la puissance aérienne américaine. Ils s'effondrent en quelques semaines. Kaboul est libéré en novembre, Kandahar tombe en décembre. Le Mollah Omar s'enfuit vers les montagnes. Ben Laden disparaît dans les grottes de Tora Bora, puis, probablement, au Pakistan. Les talibans se dispersent, attendant leur heure. Une conférence internationale à Bonn établit un gouvernement intérimaire dirigé par Hamid Karzai, un pachtoun modéré. L'Afghanistan commence ce qui devrait être une transition vers la démocratie. Les premières années sont prometteuses. Une nouvelle constitution est adoptée. Des élections sont organisées. Karzai est élu président. Des millions de réfugiés rentrent. Des écoles rouvrent. Les femmes retrouvent une liberté relative. Kaboul se modernise rapidement avec l'afflux d'argent international. Des ONG, des entreprises, des journalistes affluent. On parle de reconstruction, de démocratie, d'avenir. Mais dès 2003-2004, les talibans commencent leur retour. Depuis leur sanctuaire au Pakistan, ils lancent des attaques. Des bombes explosent à Kaboul. Des fonctionnaires sont assassinés. Des écoles de filles sont brûlées. L'insurrection grandit année après année. Les troupes de l'OTAN, qui ont remplacé la coalition initiale, se retrouvent enlisées dans une guerre de contre-insurrection qu'elles ne savent pas mener. Le problème fondamental est que le gouvernement afghan est faible, corrompu, illégitime aux yeux de nombreux Afghans. Karzai, puis son successeur Ashraf Ghani, élu en 2014, dépendent entièrement du soutien occidental. Leurs forces de sécurité, malgré des milliards dépensés en entraînement et équipement, sont minées par la désertion, la corruption, l'incompétence. Les talibans, eux, sont motivés, disciplinés, soutenus par le Pakistan. Ils contrôlent progressivement de plus en plus de territoires ruraux. Les États-Unis et leurs alliés envoient plus de troupes. Le président Obama ordonne un surge en 2009, portant les effectifs à 100 000 soldats américains. Il sécurise temporairement certaines régions. Mais dès qu'ils se retirent, les talibans reviennent. C'est une guerre sans fin. Une guerre qui ne peut être ni gagnée, ni perdue militairement. Les années passent. Les présidents américains changent. Bush laisse place à Obama, Obama à Trump, Trump à Biden. Chacun promet de mettre fin à la guerre. Chacun envoie plus de troupes ou négocie avec les talibans. Rien ne change fondamentalement. L'Afghanistan reste déchiré. Des milliers de soldats américains et de l'OTAN meurent. Des dizaines de milliers de soldats afghans meurent. Des centaines de milliers de civils afghans meurent ou sont blessés. C'est la guerre la plus longue de l'histoire américaine. En février 2020, l'administration Trump signe un accord avec les talibans à Doha. Les États-Unis s'engagent à retirer toutes leurs troupes avant mai 2021. En échange, les talibans promettent de ne pas attaquer les forces américaines et de négocier avec le gouvernement afghan. C'est un accord qui exclut essentiellement le gouvernement légitime de Kaboul et donne aux talibans une légitimité internationale. Le président Biden, en arrivant au pouvoir, décide de respecter cet accord. Il repousse le retrait jusqu'en septembre 2021, puis ordonne le départ définitif.
Ce qui suit choque le monde. Les talibans lancent une offensive fulgurante. En quelques semaines, ils prennent une province après l'autre. L'armée afghane s'effondre. Les soldats désertent ou changent de camp. Le 15 août 2021, les talibans entrent dans Kaboul sans combattre. Le président Ghani s'enfuit avec des hélicoptères pleins d'argent. Les scènes de l'aéroport de Kaboul font le tour du monde. Des milliers d'Afghans essaient désespérément de monter dans les avions. Certains s'accrochent au train d'atterrissage et tombent en vol. Un attentat suicide de l'État islamique tue 182 personnes, dont 13 soldats américains. Les Américains évacuent 120 000 personnes en 2 semaines, mais laissent derrière eux des dizaines de milliers d'alliés afghans qui seront traqués par les talibans. Le 31 août 2021, le dernier avion militaire américain quitte Kaboul. Après 20 ans de guerre, 2400 soldats américains morts, 20 000 blessés, 2 trillions de dollars dépensés, l'Afghanistan retombe aux mains des talibans. Exactement comme en 2001. Comme si ces 20 années n'avaient servi à rien. Les talibans proclament à nouveau l'Émirat islamique d'Afghanistan. Ils promettent une version plus modérée de leur règne précédent. Ils mentent. Les femmes sont progressivement effacées de la vie publique. D'abord, on leur dit simplement de porter le hijab. Puis la burqa devient obligatoire. Puis les écoles secondaires pour filles ne rouvrent pas. Puis les femmes sont interdites d'université. Puis elles ne peuvent plus travailler dans les ONG. Puis elles ne peuvent plus sortir sans un mahram, un homme de leur famille. En 2 ans, les talibans ont essentiellement effacé les femmes afghanes de la société. Pendant ce temps, l'économie s'effondre. Les avoirs afghans à l'étranger sont gelés. L'aide internationale s'arrête. Les sanctions mordent. La famine menace des millions de personnes. Les talibans n'ont aucune idée de comment gouverner un État moderne. Ils sont des combattants, pas des administrateurs. L'Afghanistan sous leur règne redevient un trou noir, isolé du monde, plongeant dans la pauvreté et l'obscurantisme. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. L'Afghanistan en 2025. Un pays qui a vu défiler tous les empires, qui a résisté à tous les conquérants, qui a survécu à toutes les catastrophes. Un pays où les montagnes restent éternelles et impitoyables. Un pays où les tribus maintiennent leurs codes ancestraux malgré les siècles. Un pays où les femmes, qui avaient brièvement goûté à la liberté, sont à nouveau emprisonnées. Un pays où les enfants grandissent sans éducation, sans espoir, sans avenir. Pourquoi l'Afghanistan est-il ainsi ? Pourquoi cette terre semble-t-elle condamnée à la guerre perpétuelle ? Est-ce la géographie, ces montagnes qui fragmentent le pays et rendent l'unité impossible ? Est-ce l'histoire, cette succession ininterrompue d'invasions qui a traumatisé le peuple afghan et créé une culture de résistance absolue ? Est-ce la structure tribale, cette loyauté à la famille, au clan, à la tribu, qui prime toujours sur la loyauté à l'État ? Est-ce l'ingérence étrangère constante, ces empires qui n'ont jamais laissé l'Afghanistan tranquille, qui ont toujours voulu le contrôler ou au moins s'assurer qu'aucun rival ne le contrôle ? La vérité est que c'est probablement tout cela à la fois. L'Afghanistan est un paradoxe géographique, historique et culturel. C'est un carrefour qui ne peut être contourné, mais qui ne peut pas non plus être tenu durablement. C'est un territoire qui semble avoir une valeur stratégique immense, mais qui se révèle toujours être un piège pour ceux qui tentent de le contrôler. C'est un peuple qui valorise l'honneur et l'indépendance plus que la vie elle-même, ce qui le rend presque impossible à soumettre, mais aussi presque impossible à unifier. Les Afghans ont un dicton. Tu peux louer un Afghan, mais tu ne peux pas l'acheter. Tu peux le tuer, mais tu ne peux pas le vaincre. C'est cette mentalité qui a coulé tous les empires. Alexandre, les Mongols, les Britanniques, les Soviétiques, les Américains. Tous ont appris la même leçon au prix fort.
On n'occupe pas l'Afghanistan. On ne transforme pas l'Afghanistan. L'Afghanistan transforme ceux qui essaient de le changer. Pourtant, malgré tout, malgré les guerres interminables, les destructions répétées, la pauvreté écrasante, l'Afghanistan survit. Ces villes sont reconstruites après chaque bombardement. Ces champs sont replantés après chaque dévastation. Ces enfants naissent et grandissent dans les intervalles entre les conflits. La vie continue, têtue, résiliente, indomptable. Dans les bazars de Kaboul, on vend toujours des tapis tissés avec des motifs ancestraux. Dans les jardins de Hérat, les roses fleurissent au printemps. Dans les montagnes du Nouristan, les bergers mènent leurs troupeaux sur les mêmes sentiers que leurs ancêtres il y a 1000 ans. Dans les maisons, les femmes chantent les mêmes berceuses à leurs enfants. Les poètes récitent Rumi et Hafez. Les conteurs racontent les exploits d'Ahmad Shah et de Massoud. La culture afghane, cette synthèse unique d'influences persanes, indiennes, turques et locales, persiste envers et contre tout. Est-ce que l'Afghanistan connaîtra un jour la paix ? Honnêtement, personne ne le sait. Les talibans d'aujourd'hui pourraient s'assouplir avec le temps, comme cela arrive parfois aux mouvements révolutionnaires au pouvoir. Ou ils pourraient devenir encore plus répressifs. Ils pourraient être renversés par une nouvelle révolte. Ou ils pourraient s'accrocher au pouvoir pendant des décennies. L'Afghanistan pourrait se fragmenter ethniquement, avec les Tadjiks, les Hazaras et les Ouzbeks cherchant leur autonomie. Ou il pourrait être à nouveau envahi si des groupes terroristes s'y établissent et menacent l'Occident. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de l'Afghanistan n'est pas terminée. Ce pays a survécu à 5000 ans de bouleversements. Il survivra probablement à ce qui vient ensuite. Les montagnes de l'Hindoukouche seront toujours là. Les vallées porteront toujours leurs villages. Les rivières couleront toujours vers le désert. Et les Afghans continueront de vivre, de résister, de perdurer. Peut-être que dans un siècle, des historiens raconteront notre époque comme nous racontons celle d'Alexandre ou de Gengis Khan. Peut-être diront-ils, au début du XXIe siècle, les Américains ont essayé de contrôler l'Afghanistan. Comme tous avant eux, ils ont échoué. Peut-être que l'Afghanistan sera enfin en paix. Ou peut-être sera-t-il toujours en guerre, éternel cimetière des empires, éternelle terre de conflits. Il y a quelque chose de profondément tragique dans l'histoire afghane. C'est l'histoire d'un potentiel jamais réalisé, d'une promesse jamais tenue. L'Afghanistan aurait pu être un pont entre les civilisations, un lieu de synthèse et de commerce pacifique. Il en avait les atouts géographiques et culturels. Mais à la place, il est devenu un champ de bataille perpétuel, une terre où se règlent les rivalités des grandes puissances. Les Afghans ordinaires, ceux qui n'apparaissent jamais dans les livres d'histoire, ceux qui ne commandent pas des armées ou ne signent pas des traités, ont payé le prix le plus lourd. Combien de paysans ont vu leurs champs brûlés ? Combien de mères ont pleuré leurs fils morts ? Combien d'enfants ont grandi orphelins ? Combien de familles ont tout perdu et ont dû fuir ? Ces souffrances individuelles, multipliées par des millions sur des siècles, constituent la véritable histoire de l'Afghanistan. Et pourtant, si vous demandez à un Afghan s'il veut quitter son pays pour toujours, la plupart vous diront non. Il y a un attachement viscéral à cette terre, un amour qui transcende la logique. Les réfugiés afghans au Pakistan ou en Iran rêvent de retourner chez eux. Les Afghans en exil en Europe ou en Amérique envoient de l'argent à leurs familles et espèrent revenir un jour. L'Afghanistan, malgré tout ce qu'il a enduré, inspire une loyauté féroce à ses enfants. Cette loyauté vient peut-être du fait que l'identité afghane a été forgée dans l'adversité. Être afghan signifie être un survivant. Cela signifie appartenir à une lignée de gens qui ont refusé de plier,
qui ont préféré la mort à la soumission. C'est une identité de résistance, d'honneur, de fierté. Elle est transmise de génération en génération, renforcée par chaque nouvelle invasion, chaque nouveau conflit. Les historiens débattent de ce qui définit une nation. Est-ce la langue commune ? L'Afghanistan en a plusieurs. Est-ce l'ethnicité commune ? L'Afghanistan est ethniquement divers. Est-ce l'histoire commune ? L'histoire afghane est fragmentée, chaque région ayant vécu des expériences différentes. Pourtant, il y a quelque chose qui unit les Afghans, quelque chose d'intangible mais de réel. C'est peut-être justement cette expérience partagée de résistance, ce refus commun de se laisser définir par les conquérants. L'avenir de l'Afghanistan dépendra probablement moins des forces extérieures que de dynamiques internes. Les talibans peuvent-ils évoluer ? Peuvent-ils trouver un compromis entre leur idéologie rigide et les réalités du XXIe siècle ? Peuvent-ils donner aux Tadjiks, aux Hazaras, aux Ouzbeks un sentiment d'inclusion dans l'État, ou vont-ils gouverner comme un régime purement pachtoun ? Peuvent-ils trouver une voie pour éduquer les femmes tout en maintenant ce qu'ils considèrent comme des valeurs islamiques ? Ces questions détermineront si l'Afghanistan trouve une certaine stabilité ou plonge dans de nouveaux conflits. Ce qui est clair, c'est que les solutions imposées de l'extérieur ne fonctionnent pas. L'Occident a essayé pendant 20 ans de construire une démocratie libérale en Afghanistan. L'entreprise a échoué non pas par manque d'efforts ou d'argent, mais parce qu'elle ne correspondait pas aux réalités sociales et culturelles afghanes. Les Afghans devront trouver leurs propres solutions, enracinées dans leur histoire et leurs traditions, même si ces solutions ne ressemblent pas à ce que l'Occident considère comme idéal. Cela ne signifie pas que la communauté internationale doit abandonner l'Afghanistan. Au contraire. Mais l'aide doit être donnée sans conditions impossibles, sans tenter d'imposer des transformations sociales radicales du jour au lendemain. Elle doit se concentrer sur des besoins humanitaires immédiats, nourrir les affamés, soigner les malades, éduquer les enfants autant que possible dans les circonstances actuelles. L'Afghanistan a besoin de soutien, pas de leçons. Pensez à ce pays pendant un moment. Pensez à sa beauté déchirée, aux montagnes majestueuses qui ont vu passer tant d'armées, aux vallées verdoyantes où le printemps apporte une explosion de fleurs, aux déserts silencieux où le vent efface toutes les traces, aux villes millénaires, Balkh et Herat et Ghazni, qui ont connu la splendeur et la ruine et qui renaissent toujours, aux Afghans eux-mêmes, à leur hospitalité légendaire, à leur sens de l'honneur, à leur poésie, à leur musique malgré l'interdiction, à leur humanité qui persiste malgré tout. L'Afghanistan n'est pas qu'une terre de guerre, c'est aussi une terre de beauté, de culture, de résilience humaine extraordinaire. C'est le berceau de civilisations oubliées, le carrefour où l'Orient a rencontré l'Occident, le pays où le bouddhisme a créé ses plus belles œuvres d'art, où la poésie persane a atteint des sommets, où des dynasties ont brillé avant de s'éteindre. L'histoire nous enseigne que rien n'est permanent. Les empires s'élèvent et s'effondrent. Les dynasties naissent et disparaissent. Les religions se répandent et déclinent. Ce qui était puissant hier est oublié aujourd'hui. Ce qui semble immuable maintenant changera demain. L'Afghanistan actuel, sous le règne taliban, n'est qu'un moment dans une longue, très longue histoire. Dans 50 ans, dans 100 ans, tout sera probablement différent à nouveau. Les statues de Bouddha de Bamiyan, dynamitées par les talibans, symbolisent peut-être parfaitement l'Afghanistan. Pendant 15 siècles, elles ont regardé sereinement la vallée, survivant aux invasions, aux changements de religion, aux empires qui passaient. Puis, en quelques minutes, elles ont été réduites en poussière. Mais même leur destruction n'est pas la fin de l'histoire. Il y a maintenant des projets pour les reconstruire, pour ramener quelque chose de ce qui a été perdu.
L'Afghanistan, comme ses statuts, peut être détruit encore et encore, mais l'idée de l'Afghanistan, la possibilité d'un Afghanistan en paix, survit. Peut-être que c'est cela, la leçon finale de l'histoire afghane. Pas que la guerre est inévitable, pas que certains peuples sont condamnés à la violence, mais que la résilience humaine est plus forte que toute catastrophe, que la culture survit au bombardement, que l'espoir persiste même dans les ténèbres, que rien, pas même les pires horreurs, ne peut complètement éteindre le désir humain de vivre, d'aimer, de créer du sens et de la beauté. L'Afghanistan a survécu à Alexandre, il a survécu aux Mongols, il a survécu aux Britanniques, aux Soviétiques, aux Américains. Il survivra aux talibans. Il survivra à quoi que ce soit qui vient ensuite. Parce que l'Afghanistan n'est pas seulement un pays sur une carte. C'est une idée, un esprit, une volonté collective de ne jamais abandonner. Et cela, aucune armée ne peut le conquérir, aucune bombe ne peut le détruire. Alors que vous vous endormez ce soir, pensez à ces montagnes éternelles. Pensez à ces vallées où la vie continue malgré tout. Pensez à ces enfants afghans qui jouent dans les rues de Kaboul, inconscients de la longue et terrible histoire qui les a précédés, rêvant simplement d'un avenir meilleur. Pensez à ces femmes qui résistent silencieusement, qui trouvent des moyens de s'éduquer clandestinement, qui refusent d'accepter leur effacement. Pensez à ces vieux hommes qui se souviennent d'un temps avant la guerre, qui racontent des histoires d'un Afghanistan différent à quiconque veut écouter. L'histoire de l'Afghanistan est loin d'être terminée. De nouveaux chapitres s'écriront. Peut-être seront-ils aussi sombres que ceux qui ont précédé. Peut-être, juste peut-être, seront-ils différents. Peut-être que les Afghans trouveront enfin un moyen de vivre en paix, de construire un État qui respecte leur diversité, de créer une société où les femmes et les hommes peuvent réaliser leur potentiel, où les enfants peuvent grandir sans la peur constante de la violence. Ce n'est pas une espérance naïve. C'est une possibilité fondée sur l'histoire elle-même. Car si l'histoire afghane nous montre que la guerre est récurrente, elle nous montre aussi que la paix est possible. Il y a eu des périodes, des décennies parfois, où l'Afghanistan a connu la stabilité relative, sous certains rois habiles, sous certaines dynasties justes. Ces moments prouvent que l'Afghanistan n'est pas irrémédiablement condamné à la violence. Les conditions doivent simplement être réunies. Un gouvernement légitime et inclusif, l'absence d'ingérence étrangère destructrice, un respect pour les traditions locales combiné à une ouverture au progrès. Est-ce trop demandé ? Pour l'instant, peut-être. Mais l'histoire est longue. Les situations changent. Les opportunités émergent. Un jour, les conditions seront peut-être réunies. Un leader visionnaire pourrait émerger. Une génération fatiguée de la guerre pourrait imposer la paix. Les puissances étrangères pourraient finalement apprendre à laisser l'Afghanistan tranquille. C'est possible. Pas certain, pas imminent, mais possible. En attendant, l'Afghanistan continue. Ses montagnes se dressent impassibles. Ses rivières coulent vers les déserts. Ses saisons se succèdent, le printemps apportant la vie, l'été la chaleur, l'automne les récoltes, l'hiver le froid impitoyable. Et ces gens persistent, génération après génération, portant le poids d'une histoire terrible, mais refusant d'être brisés par elle. C'est peut-être cela, le véritable héritage de l'Afghanistan. Pas les empires qui y ont échoué, pas les batailles qui y ont été livrées, mais la persistance obstinée d'un peuple qui refuse de disparaître, qui maintient son identité malgré tout, qui survit quand la survie semble impossible. Et maintenant, alors que ce récit touche à sa fin, fermez les yeux et imaginez l'Afghanistan non pas comme il est, mais comme il pourrait être. Imaginez Kaboul, avec ses parcs verdoyants, ses universités florissantes, ses théâtres ouverts. Imaginez Hérat,
avec ses jardins restaurés, ses ateliers d'artistes, ses écoles pleines d'enfants enthousiastes. Imaginez Balkh retrouvant sa grandeur d'antan, Bamiyan avec ses statues reconstruites, Kandahar prospère et paisible. Imaginez les femmes marchant librement dans les rues, poursuivant leurs rêves. Imaginez les hommes travaillant leurs champs, sans craindre la prochaine bataille. Imaginez les enfants grandissant avec l'éducation et l'espoir. Ce n'est pas un rêve impossible, c'est ce que l'Afghanistan mérite. C'est ce pourquoi tant d'Afghans ont lutté et sont morts. C'est la promesse que l'histoire n'a pas encore tenue, mais qu'elle pourrait, un jour, honorer. L'histoire de l'Afghanistan est une histoire de souffrance, oui. Mais c'est aussi une histoire de dignité, de courage, de beauté créée dans les circonstances les plus difficiles. C'est une histoire qui n'est pas terminée, dont le dénouement reste à écrire. Et peut-être que vous, en comprenant maintenant cette histoire, en portant dans votre mémoire le récit de ce peuple extraordinaire, contribuez d'une manière infinitésimale à ce que ce dénouement soit meilleur que ce qui a précédé. Bonne nuit, que vos rêves soient paisibles et que l'Afghanistan, un jour, connaisse enfin la même